Aurélie, bonjour. Bienvenue donc sur le groupe du Déclic. C'est un groupe que j'ai créé dans le but de démystifier, d'aider, d'accompagner dans tout ce qui va être l'acquisition et la vente en ligne pour les coachs et les thérapeutes. Parce que voilà, Mm. moi j'ai vu, j'ai vu aussi, en ayant été aussi moi-même accompagnant en méditation, que c'était quelque chose qui était assez tabou, voire parfois, oui, un peu, même parfois tabou, et c'est ce que j'ai voulu faire. Et dans cette optique-là, le but de ce groupe, c'est vraiment de donner toutes les clés pour pouvoir développer son activité en ligne. Aurélie, je vais te laisser donc te présenter. Pourquoi est-ce que tu es devant nous en tant que coach en syndrome de l'imposteur, experte en syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas, je te laisse voilà, nous dire tout ça. Déjà, merci pour l'invitation. Je m'appelle Aurélie Da Silva, je suis coach et je travaille exclusivement sur le syndrome de l'imposteur depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, autant dire que j'en ai vu passer des syndromes de l'imposteur, de plein de couleurs et de formes différentes, parce que chez chacun, il peut y avoir une expression un peu différente. Hmm. Même s'il y a des grands points communs. Et je travaille spécifiquement sur ce sujet-là parce que moi-même, je suis passée par là, que j'ai planté ma première tentative de boîte il y a maintenant 6-7 ans, parce que j'avais trop peur du jugement, de ce qu'on avait pensé de moi, tout ça. Donc, à l'époque, j'ai essayé de lancer un produit sans aller voir mes potentiels clients, parce qu'il fallait que tout soit parfait, très bien réussi avant même de montrer quoi que ce soit. Autant dire que ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je fais Donc, une parenthèse, ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, clairement, chez ma cible, enfin, chez les gens que j'accompagne. On va passer des heures à faire une super méga formation de fou, parce qu'en plus, c'est sympa, on tourne des vidéos, et puis au final, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Voilà. eh bien oui, c'est ça. C'est que du coup, on travaille sans être en lien avec la réalité, avec ce que les gens ont comme besoin, avec juste ce qu'il faudrait faire. Mm. Et c'est très rassurant parce qu'on a l'impression qu'on va peaufiner un truc génial et on vit dans notre fantasme, et le jour où on rencontre la réalité, c'est la catastrophe. Ou alors on la rencontre jamais, comme moi à l'époque où carrément je me suis dit non, c'est foutu, je retourne au salariat. Et on a perdu tout ce temps-là pour rien. Voilà. Ok. C'est ouais, retourner au salariat, c'est quelque chose voilà, qu'on a. Quand on est dans une phase difficile de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a un petit peu. Voilà, c'est un peu la tentation. Moi, ce que je dirais, c'est retourner en salariat, c'est bien, mais essayer d'abord de retourner dans le salariat alimentaire. Voilà, si vraiment on a cette envie. Euh, et du coup, question bateau. Qui est touché par le syndrome de l'imposteur? Tu vas me dire tout le monde, mais qui va être Et en plus fait, touché en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup les entrepreneurs finalement. c'est une catastrophe chez les entrepreneurs. Oui, d'accord. C'est Ok. hyper courant. En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là au-delà de mon expérience personnelle quand j'ai commencé comme coach parce que mon compagnon était dans un incubateur de start-up, donc c'est des entrepreneurs tous, et tout le monde parlait du syndrome de l'imposteur. C'était une catastrophe. Et du coup, clairement, c'est un souci parce que si tu ne sors pas de ça, tu ne peux pas faire avancer ton projet. Et en fait, ce qui se passe quand tu es entrepreneur, en plus de ton potentiel syndrome de l'imposteur de base, parce que la plupart des gens que j'accompagne, moi, en individuel, souvent, c'était avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et juste à cet endroit-là, ça devient tellement énorme que ça prend toute la place. Hmm. C'est que tu arrives dans un environnement où ce n'est pas tes codes, tu es en insécurité parce que tu es hors de ta zone de confort, et il y a plein de choses qui viennent te challenger. Et du coup, cette insécurité-là qui existait avant, là, pour le coup, elle prend toute la place et elle empêche d'agir ou elle te fait te surmener. Ça existe aussi. Donc, Qu'est-ce que quand tu on... appelles surmener? Alors, surmener, c'est-à-dire travailler énormément pour essayer de, entre guillemets, compenser euh, parce qu'on se sent pas suffisant, pas assez bon. Donc, un peu comme s'il fallait en faire beaucoup pour avoir le droit d'exister, quoi. Ne pas prendre de jours de repos, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois très souvent. C'est pas de jour de repos, c'est au lieu de s'arrêter à une quantité de travail qui serait suffisante pour réaliser une tâche, on va la peaufiner, peaufiner, peaufiner. Tu as certains profils qui sont perfectionnistes, alors là, c'est sans fin, on peut toujours Ouais. faire mieux. Et puis, quand on s'engage dans quelque chose, par exemple, si tu as un client et que tu as un syndrome d'imposteur et que tu as une tendance au surmenage, ce que tu vas faire, c'est que tu as peut-être promis à ton client un rendez-vous une fois tous les 15 jours. Et en fait, ça va se transformer en oh, finalement, on se voit toutes les semaines. Ah, et puis finalement, les séances, elles durent sans arrêt. Ah, et puis j'autorise mes clients à me contacter en dehors des séances. Enfin, il y a plein de choses comme ça.
parce qu'on a l'impression qu'il faut compenser parce qu'on a fait payer quelque chose qu'on ne méritait pas vraiment d'avoir. Alors là, je pense que je vais la regarder, je vais la regarder dans les commentaires. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Ça, c'est le. Et c'est dire que est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté. Alors, moi, ce que je vois aussi, ce que dans. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un. On en entend parler. Et justement, est-ce que comme on n'en entend pas parler, enfin, quand on entend parler beaucoup, partout, tout le temps, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté fourre-tout, en fait, finalement? Bah, oui et non. C'est pour ça que j'ai proposé aux gens de ton groupe d'aller faire le test. Enfin, je t'ai proposé à toi que tu leur proposes. Parce que le test est relativement objectif. Il te donne un résultat sur 100. Tu sais où tu en es. Ouais. À partir du moment où tu dépasses les 60, ça commence à être un problème. C'est-à-dire que régulièrement, tu vas soit faire du surmenage, soit de la procrastination et être en Notez ça. inconfort. Vas-y, À vas-y, part- continue. Je note en même temps dans le chat pour que les gens qui soient en replay le voient, parce que c'est vrai que si vous dépassez les 60, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Ça commence à être un problème. À 70, là, c'est vraiment intéressant de se pencher dessus parce que ça veut dire qu'il y a au moins régulièrement une tâche dans laquelle on en fait trop ou on procrastine. À partir de 80, on commence à avoir une sensation quotidienne très désagréable. 90, en général, on ne va pas au bout de son projet entrepreneurial. Là, j'ai une D'accord. cliente qui m'a dit oui ce matin, elle était à 94 sur 100. Ça fait 2 ans qu'elle travaille sur son projet entrepreneurial, qu'elle ne l'a toujours pas lancé alors qu'elle a tout en main. Et si elle ne fait pas quelque Ça, chose, elle ne le fera pas. ouais, alors ça, c'est beaucoup, hein. Ça, c'est beaucoup. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est vicieux parce qu'on on a des biais de confirmation, de négation qui nous permettent de nous confirmer en disant non, le projet n'est pas assez bien, non, ça, c'est pas assez bien, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça ouais, très vicieux comme problème finalement, parce qu'on est dans un. On est vraiment. On vit. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Déshypnose et qui travaille sur le fait qu'on vit sous son hypnose personnelle quotidienne. Ouais, c'est intéressant. Mais en fait, je pense qu'il y a une part qui est liée à la culture en France aussi. On a grandi dans une culture de on remarque les fautes et on part de 20 points et on enlève des points. Donc, on pointe là où c'est pas bon. Ouais. Et où c'est pas comme à l'américaine. Alors, il n'y a pas tout qui est parfait aux États-Unis, hein, mais eux sont plus dans un fonctionnement où quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est acquis d'avance que si tu te plantes, c'est bien, ça veut dire que tu as fait un truc. Alors qu'en France, si tu te plantes, ça veut dire que tu es une merde. Désolée pour le terme, mais c'est vécu comme ça. Et Ça, même, je l'ai entendu, hein. Ça, je ouais. l'ai entendu. Je l'ai entendu chez beaucoup d'interviews d'entrepreneurs, effectivement. Ouais. Donc, le seul moyen de ne pas se planter, c'est de ne pas se lancer. Comme ça, tu t'es pas planté, quoi. Et si tu passes 2 ans à peaufiner ton projet et qu'au bout des 2 ans de la fin de ton chômage, tu retournes au salariat, tu t'es pas planté et tu t'es juste pas lancé. Donc, ça protège l'estime de soi. Mais Mm. par contre, tu n'avances pas dans la vie, quoi. Tu Mm, fais mm. pas ce pourquoi tu es là. Il y a aussi toute une catégorie de personnes qui vivotent où on arrive à peu près à s'en sortir en faisant des choses à droite à gauche et au final, on n'épouse jamais vraiment cette carrière ou cette vocation qu'on a eue et en ayant des résultats qui permettent de vivre de manière confortable en fait. Parce que là, tu parlais du lancement, mais il y a vraiment toute une catégorie de personnes qui vont se lancer et qui vont en fait, pas se rendre compte de tout ce qu'ils peuvent apporter. Euh, et, euh, et moi, je me suis rendu compte que mon travail est d'aider les coachs et les thérapeutes vraiment à trouver des clients, enfin à leur donner les outils pour qu'ils trouvent des clients et pour qu'ils manquent jamais de clients parce qu'on les forme à ça, en fait. Mais c'est surtout et aussi trouver avec eux leur authenticité. Parce que si on n'a pas vraiment, on ne reconnaît pas sa valeur, et qu'on n'a pas on n'a pas l'authenticité pour sa valeur, et même des coachs qui sont, mais avec des formations partout, surtout ceux qui ont des formations partout, en fait, on voit que ça marche pas. Et on va vers les gens, on n'est pas soi-même, on n'est pas, ou alors on a le discours fameux de ouais, sur Facebook, il n'y a que des gens faux. Moi, je pose la question, c'est Mickey est faux. C'est toi ou c'est les gens? Voilà. Et en fait, tu touches le problème de fond, là, qui est que quand on a un syndrome d'imposteur, on a tellement l'habitude de s'adapter aux attentes de l'autre en face que déjà, on ne s'intéresse plus à savoir qu'est-ce que moi, je veux vraiment faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire, qu'est-ce que je veux exprimer.
Et du coup, tu passes d'un truc à l'autre, effectivement, en disant, en fait, le problème, c'est le sujet, c'est pas vraiment. Et donc, effectivement, tu peux avoir des personnes qui arrêtent pas sans arrêt de commencer un truc, de pas le finir et qui se donnent l'impression d'avancer alors qu'elles n'avancent pas du tout. Hmm. Et en fait, elles n'assument pas vraiment qui elles sont, elles vont pas au bout du truc. Est-ce que tu dirais, moi j'ai vraiment cette sensation-là, qu'on a tout ce qu'il faut vraiment en nous en fait pour réussir. C'est-à-dire que on- pour moi, la différence entre quelqu'un qui va gagner 100 000 euros par mois de manière alignée, hein, on ne va pas parler des gens dans la finance, tout ça, mais vraiment, ou alors un coach thérapeute, ça, qui sont allés peut-être même à 10, 15, 20 000, c'est vraiment, pour moi, c'est une question de reconnaître qu'on est capable d'être une personne qui peut mériter ce niveau de revenu-là, en fait. C'est au-delà de la technique, au-delà de façon de faire. Enfin, vraiment, j'ai vraiment cette conviction-là, en fait. En fait, c'est pas compliqué. On en a discuté l'autre jour, toi et moi, qu'on a certains collègues coachs qui gagnent déjà plus de 10 000 euros par mois et de comment eux vivent les choses. Ceux qui arrivent à ces niveaux-là, s'ils ne pensent pas les valoir, déjà, ils ont dû pas mal tricher avec eux-mêmes pour y arriver. Et même quand ils arrivent à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'ils dilapident l'argent. Parce que l'argent, ils ne pensent pas le mériter. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils vont le cramer ou ils vont s'organiser d'une telle manière qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose et qu'ils restent toujours un peu en galère parce que ils n'y ont pas le droit et quelque part, ils ne devraient pas l'avoir. Donc, inconsciemment, ils se débrouillent pour plus l'avoir. Ok, ok. Ah ouais, ouais, c'est intéressant. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que le syndrome de l'imposteur touche les entrepreneurs, mais aussi surtout les coachs, les thérapeutes, en fait? Il y aurait plusieurs réponses à ça. Alors, c'est que mon avis, hein. Il n'y a pas d'études sur ce sujet-là. Déjà, les coachs et les thérapeutes, on a souvent quand même une orientation altruiste, on a envie d'aider l'autre. Il y a tout ce tabou autour de l'argent. Et ça, je pense que tu le rencontres pas mal avec les gens que tu accompagnes. Ouais. Et avec aussi cette idée que quelque part, l'argent, ça se mérite, il faut que ce soit dur. On ne devrait pas gagner de l'argent sur la souffrance des autres et tout ça. Donc déjà, le rapport à l'argent et Je aux travaille 3 soins, jours pour gagner 200 euros. voilà. Le rapport aux soins et à l'argent, il est compliqué, il est à détricoter. Ça, c'est déjà pas facile. Ensuite, il y a, je pense, une vision un peu sacralisée de ce que c'est un thérapeute ou un coach, avec trop de responsabilités mises sur le fait que, en fait, on s'imagine comme des sauveurs, inconsciemment. Bon, alors, Ça, c'est intéressant, ça. le souci, c'est que quand tu te mets comme ça, alors déjà, si tu t'imagines sauveur, tu vas attirer des victimes et je peux te dire que tu vas en chier, mais visiblement, c'est ce que tu cherchais. Donc, Ouais. pour être passé par là, parce que moi, j'ai travaillé sur mon syndrome d'imposteur, on peut le faire baisser beaucoup, mais c'est un truc un peu sournois, ça peut revenir. Donc, il Hmm. faut se surveiller soi-même. Et j'ai eu tendance à certains moments de me mettre en position de sauveur. Et ce qui se passe, c'est que j'attire des gens qui sont victimes et on rentre dans un truc ensemble, on s'en sort jamais et c'est dur pour tout le monde. Moi, ça sert. Qu'est-ce que tu pourrais donner, par exemple, comme conseil s'il y a des gens qui nous écoutent là et qui sont justement dans ce cercle-là? Eh ben, C'est victime, bourreau, un peu, enfin, c'est pas le sauveur. triangle, un peu, ouais. Moi, j'ai eu à le faire 2 fois et je te jure que les 2 fois, les personnes m'ont remercié et ça a fait un changement énorme dans la suite de l'accompagnement. C'est que je suis arrivée au début de la séance en me disant, bon, ben voilà, j'ai besoin de savoir comment toi tu te sens dans cet accompagnement, sincèrement, et moi je te dirai ensuite comment je me sens. Et c'était des accompagnements où je sentais que justement, il y avait un truc qui était pas fluide et où je me sentais pas bien et on avait du mal à avancer, on pataugeait. Et de leur dire, bah voilà, moi je sens qu'il y a un problème, j'ai l'impression qu'à certains endroits, peut-être j'aurais dû faire autrement. J'ai l'impression que peut-être toi, tu n'es pas 100% en confiance ou il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'avoir Ok. cette discussion très franche, de ne pas se cacher, de dire, voilà, je sens que ce n'est pas 100% tranquille pour moi la manière dont ça se passe. Ben, ça fait tomber les masques. Tu es en train de dire, ok, je suis vulnérable moi aussi. C'est pas parce que je Ouais. suis coach que je sais tout. Et l'autre s'autorise aussi, et là, on peut repartir sur un truc qui est beaucoup plus intéressant, plus profond. Et ce que tu montres aussi, alors moi, je travaille sur le syndrome de l'imposteur, donc montrer à l'autre, OK, je peux dire que je ne sais pas tout et que je n'arrive pas tout. Ça a permis aussi à mon client de dire, ah, en fait, même le coach, ça lui arrive et c'est pas grave, quoi. C'est assez pernicieux parce que les coachs et les thérapeutes sont facilement dans cette position haute qu'ils ne, en fait, ils ne veulent pas l'avoir.
mais ils l'ont aussi à cause du syndrome de l'imposteur. En fait, ils se réfugient derrière tous les trucs qui diplôment, etc. Et en fait, ça crée une distance, et souvent ce que je vois, c'est une distance vraiment avec sa cible pour communiquer, vraiment Mm. avec en disant, ouais, je suis des êtres humains. Et il y a une peur aussi de montrer que je suis un être humain, que je fais des erreurs, que je grandis aussi avec toi-même dans les erreurs que tu fais, dans les erreurs que tu me fais faire, et qu'on rebondira ensemble, en fait. Mm. Bah, derrière le syndrome de l'imposteur, essentiellement, il y a la peur de l'échec, la peur du rejet. Et si tu montres que tu t'es planté, ça fait référence à cette peur de l'échec, peur du rejet, et donc tu fais tout pour l'éviter. Mm. Et c'est un fantasme que tu projettes sur l'autre, c'est évidemment pas ce qui va se passer, mais inconsciemment, tu fais tout ton possible pour pas y arriver et donc de pas te montrer vulnérable. Ouais, ok. Ouais, oui, c'est ça. Et au final, là, ça crée du. Et c'est là qu'on va tomber, d'ailleurs, c'est là pour moi qu'on tombe dans le syndrome du sauveur. Le syndrome sauveur, c'est syndrome gourou un peu. En mode, je suis le sachant, tu es le non-sachant, fais ce que je dis. Et moi, au début, j'étais aussi un peu comme ça, tout au début, hein. Et c'est là qu'il y a. Parce que du coup, la personne va appliquer, mais si c'est pas aligné avec elle, elle n'aura pas les résultats. Ou alors, elle aura des résultats et ce sera pas aligné, donc va y avoir un problème quelque part. Et vaut mieux. Et c'est pour ça que il faut être capable aussi d'accompagner, de ne pas trouver les réponses pour l'autre. Et c'est vraiment le truc difficile, en fait, de pas se. Parce qu'on a envie de se prouver à soi-même aussi qu'on veut accompagner, qu'on peut accompagner, donc on aura tendance à dire ouais, mais c'est bon, on fait ça. Alors que si on dit c'est bon, on fait ça, la personne va le faire et elle va pas s'approprier le truc et ça va pas marcher à un moment. Il va y avoir un problème, en fait. En fait, moi, je l'ai vécu un peu différent parce que certainement, on n'a pas les mêmes manières de coacher ou d'être, tout simplement. Mais ce syndrome du sauveur, je l'ai ressenti un peu comme si les gens n'allaient pas s'en sortir, qu'il fallait que j'en fasse plus. Donc, je tombais justement, pas dans le surmenage, mais j'essaie d'en faire plus et de tirer l'autre hors de son trou, en fait, Ouais, parce que je voulais pas accepter l'idée qu'il allait s'en sortir par lui-même. Je ne lui laissais pas la place, du coup. Et quand tu fais ça, l'autre reste en posture de victime et puis il peut finir par se transformer en bourreau en te reprochant que ça n'avance pas et tu te tapes dessus. Enfin, voilà, t'en sors ouais, pas. Et la solution, c'est exactement ce que tu décrivais, en fait. C'est d'accepter que peut-être que c'est pas au timing que toi tu veux, peut-être même que ça va pas se faire pendant l'accompagnement, mais d'accepter que le rythme de l'autre, il est juste et qu'il faut le laisser faire avec ce que tu lui donnes et pas faire à sa place ou pas essayer de le secouer, ça va pas fonctionner, en fait. Tu restes exactement. à ta place parce que ta place, elle est juste et tu laisses l'autre faire sa part. C'est ça. C'est pour ça que moi-même, j'ai changé le nom du groupe, puisque je veux vraiment maintenant euh, former sur les outils à utiliser au rythme en fait des gens. Parce Mm. qu'il y a des gens qui vont avoir qui sont des fusées, qui appliquent et qui ont déjà, voilà, s'ils sont comme ça, ils savent ce qu'ils vont, ils savent où est-ce qu'ils vont, et il y a des personnes qui ont un besoin de passer. Et des fois, on résout des choses en accompagnement qui sont des choses très anciennes, je vais y arriver. Et c'est fou de voir à quel point ces choses-là peuvent peser et que si derrière on se met trop de pression sur un résultat, on va passer certaines choses et le résultat, comme tu disais, va pas être aligné. On va atteindre des résultats, mais la fusée va exploser en plein vol, comme c'est arrivé, comme moi je l'ai vu, enfin sur d'autres collègues, des personnes avec qui j'ai grandi moi aussi, où on se retrouve, soit on fait un burn-out, soit on a fait rentrer, on se rend compte que tous les clients qu'on a, ce pas des clients avec qui on est aligné, et finalement, voilà, c'est important de respecter le rythme. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne respecte pas assez. On est dans un truc où il faut vite atteindre des paliers, il faut vite être un entrepreneur à succès, il faut vite avoir des clients, il faut vite vendre du premium. Et on oublie, pour moi, on saute des étapes derrière. Et comme tu disais très bien tout à l'heure, s'il y a une étape qui est sautée dans l'authenticité, s'il y a une étape qui est sautée, on se le reprend en boomerang. Et moi, j'en parle, hein, je me le suis ramassé dans les dents. Je l'ai fait Mm. parce que j'ai eu aussi cette vision de vouloir un peu ressembler à des modèles que j'avais,
eux ont leur propre chemin. Hein. Je ne dis pas que ça leur a pété dans les dents. Mais moi qui n'étais pas mon chemin, et j'ai pris le retour de bâton, forcément. Alors, ça fait très mal, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Et ça te permet d'apporter autre chose, en fait, sur un marché enfin, sur un marché, que ce soit celui de l'accompagnement d'entrepreneurs, d'accompagnement de coach, qui est hyper linéaire finalement. Quand tu vas passer une pub, par exemple, c'est tous les mêmes, quoi. C'est des copies, c'est un peu dommage. Et je pense qu'il y a retrouver sa connexion et être capable d'aller à son rythme, que ce soit en une durée précise, mais ouais, si tu sors, là, j'ai terminé un accompagnement hier qui était justement, qui a été un peu complexe sur la fin. Et au final, il y avait énormément de gratitude parce qu'on a avancé sur un sujet bloquant pour la personne depuis une vingtaine d'années. Il n'y a peut-être pas eu forcément le résultat immédiat le plus fou. Par contre, il y a eu les outils, donc on sait qu'elle va y arriver. Mais surtout, on a identifié un blocage que si ce blocage il est sauté avec d'autres techniques, parce que bon, moi je ne fais pas sauter les blocages, hein, c'est pas mais si ce blocage saute, enfin, et d'ailleurs c'est en train de sauter, mais les résultats seront incroyables. Il y aura une avancée des 10-15 ans, quoi. Carrément. Et du coup, qu'est-ce que toi tu dirais aujourd'hui au... Alors déjà, j'ai vu une question qui était intéressante, Ouais. qui est de... Émilie. Comment ça, Émilie? Je sais, Émilie, elle s'est un peu reconnue. C'est vrai qu'on a un petit peu discuté ensemble. Attends, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à... Alors, excuse-moi, Aoud B. Soto. Voilà, je vais peut-être écorcher ton nom. Si tu dis, je n'arrive pas à me lancer, elle dit, moi, je n'arrive pas à me lancer pour me présenter aux entreprises. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil rapide à une personne qui nous dit ça en live, là, en direct? Eh ben, c'est bien, on pourra y répondre en prenant son exemple pour faire l'exercice du scénario du pire, si tu veux. Ok, C'est un bon exemple. ok, ok, on en répondra à la fin. J'espère qu'elle sera avec nous en live parce que le scénario du pire, c'est uniquement en live. Et ben justement, c'est un petit peu, on en est là. Je regarde à droite, j'ai mes questions. Alors, bon, je vais vous inviter à nous poser des questions maintenant, si vous en avez. Voilà, dites-nous s'il y a des choses qui vous viennent. On va passer à la partie pratique, en fait, que j'ai voulu, qu'on a voulu, qui va être l'exercice, qui va être aussi disponible en replay. Après, on s'arrêtera pour uniquement l'exercice live, puisque les deux exercices sont disponibles en live, mais on a uniquement un exercice disponible en replay. C'est pour vous encourager, parce que voilà, le live, c'est toujours mieux, on a des interactions et tout, donc on veut vous récompenser pour être avec nous en ce moment. Donc, le premier exercice, Aurélie, c'est l'exercice de la liste des réussites. Je te laisse nous présenter tout ça. En fait, c'est hyper simple. C'est lié au fait que quand on a un syndrome de l'imposteur, il y a un décalage entre la manière dont on se perçoit et la manière dont l'extérieur nous perçoit. Et aussi, il y a un décalage entre ce qu'on pense qu'on devrait être et ce qu'on pense qu'on est. Alors, quand on a un syndrome de l'imposteur, on se voit en gros plus petit qu'on ne l'est, moins capable, moins fort, tout ce que tu veux. Et ça, c'est très insinueux, hein. Parce que en fait, tu sais, quand on se dit on voit, tu as l'impression que tu te vois, mais les sens sont trompés. mais comme quelqu'un qui fait de l'anorexie et qui se regarde dans le miroir et qui se voit gros, hein, c'est la de même chose. carrément. Ouais, c'est ça. Mais c'est psychologique, voilà, sauf que c'est pas sur ton physique, c'est sur tes capacités, sur ce que tu crois être. Ok. Et donc, mettons que tu te dises, je ne suis pas capable, je ne suis pas un bon coach, je ne suis pas un coach qui sache faire, blablabla, et que tu penses que pour être un bon coach, il faudrait, mettons, avoir 3 certifications, réussir à guérir les gens en 3 séances. Enfin, voilà, tu te fais une liste de ce qu'il faudrait être, plus l'écart entre ce que tu perçois être et ce que tu penses qu'il faudrait être pour être un bon coach est grande, plus tu vas avoir un syndrome de l'imposteur important. Parce que tu estimes que C'est puissant, hein. c'est ça que tu devrais être et c'est ce que tu n'es pas. Donc, quand on travaille sur le syndrome de l'imposteur, on travaille à la fois sur retrouver des attentes cohérentes, parce que souvent, on a des attentes démesurées.
qui vont plus loin que ce qu'on demanderait même à quelqu'un d'autre. Donc, Par rapport à soi-même. Oui, revoir ses attentes sur ce qu'on devrait être capable d'être, de faire, d'avoir en tant que coach. D'ailleurs, ça peut être un exercice aussi à faire, de se faire la liste de pour être un bon coach, je dois, et puis lister tout ce qu'il y a, et puis vérifier si on applique les mêmes critères pour quelqu'un d'autre. Souvent, ce n'est pas le cas, sauf pour nos amis perfectionnistes, qui en général font ça pour tout le monde. C'est une catégorie spécifique. Et puis l'autre volet, c'est d'aller travailler sur comment on se perçoit soi-même, d'aller revaloriser l'estime de soi, la confiance en soi. Parce que comme on a cette image déformée de soi-même, on n'arrive pas à trouver une cohérence entre qui on est et ce qu'on devrait être. Donc, pour revaloriser ce pôle-là, moi, j'aime bien faire un exercice que j'appelle la liste des réussites. D'une manière globale, sans forcément aller chercher que dans le travail en tant que coach, mais on peut aller mettre l'accent spécifiquement là-dessus si on veut spécifiquement se revaloriser à cet endroit-là. Quel âge as-tu, Thomas? 38 et demi. 38 et demi, ok. Bientôt 39. Donc, Et encore 38 et demi. Ok, alors 38 et demi. Donc, si je te proposais à toi de faire l'exercice, je te proposerais de faire 3,8 pages, 3,85 pages de liste de toutes les réussites que tu as eues dans ta vie. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est une réussite? C'est une bonne question. C'est à la fois les réussites reconnues socialement, du genre je me suis mariée, j'ai eu un CDI, j'ai eu des enfants, j'ai passé tel diplôme. C'est aussi les réussites que potentiellement qui sont reconnues socialement, mais que toi, tu ne valorises pas. Par exemple, j'ai le bac, mais tout le monde a le bac. Voilà, il n'empêche que c'est quand même une réussite. C'est pas vrai que tout le monde l'a. Et les réussites qui sont pas forcément reconnues socialement ou pas comme telles, et qui sont importantes pour soi. Du genre, j'ai pris un premier cours de danse, alors que pour moi, c'était difficile d'oser aller danser. Voilà, ça, c'en est une. Donc, toutes les petites et grandes réussites, on fait une liste la plus complète possible. Les 3,8 pages, c'est un minimum. Donc, c'est une page par décennie. C'est dur, hein, là, ce que tu demandes, parce que nous, quand on est en session mindset, on a une session mindset tous les lundis pour recommencer la semaine. Faut aller les. Enfin, moi, enfin, pour ça que je fais cet exercice-là, parce que quand les gens arrivent, en général, aller chercher les réussites, faut creuser. Bon, après, ça devient naturel, mais pourquoi est-ce que des fois des réussites vraiment qui sont extraordinaires, on est là en mode ouais, j'ai rien fait. Ouais, enfin non, si, tu as eu 10 clients qualifiés cette semaine. Ah oui, mais ça c'est normal, j'ai fait 10 ventes, c'est normal. Enfin, pourquoi il y a ça? Je suis assez curieux. Les attentes démesurées, si tu devrais. Mais tu sais, même moi, je me suis vue hier, j'étais au yoga hier soir, et il y a certaines postures, pour moi, c'est vraiment une catastrophe, c'est hyper dur. Et tu sais, les profs te donnent les consignes comme si tu étais capable de faire la même chose qu'eux. Donc, la prof me dit, voilà, et vous posez sur vos coudes. Et puis là, moi, je suis là du bout des doigts comme un chat mouillé. Là, j'arrive à rien. Et je me compare sur le coup et j'essaie de pas trop me taper dessus. Et puis, à un moment, quelqu'un dans la salle dit, oh, c'est horrible, c'est super dur, c'est une torture. Et je regarde autour de moi d'un coup et je vois que tout le monde est dans la même position que moi. En fait, personne n'y arrive. Sauf que moi, j'étais concentrée sur le fait que la prof, elle y arrive et moi, j'y arrive pas. Et mon objectif, c'était d'arriver à faire la même chose que la prof de yoga qui fait ça depuis 20 ans, tu vois. Alors que j'ai arrêté depuis un moment, j'ai repris. Enfin, je ne suis pas au même niveau. Mais c'est à ça que je me compare. Et c'est ce qu'on fait généralement. Et l'effet un petit peu pervers des réseaux sociaux, c'est qu'on va voir que les gens qui ont réussi, en fait. On voit que les gens qui sont au sommet. Et on puis, voit pas. pour ce qui est vrai, on n'en sait rien en plus de ce qui est vrai. Ouais. Mais moi, par exemple, tu vois, je regardais une vidéo de deux entrepreneurs que j'estime, bon, je ne suis pas forcément aligné avec ce qu'ils font, mais je les estime dans leur entrepreneuriat. Il y a Yumi Denzel et Osama Amar. Et quand ils parlent, tu vois, ils sont à Dubaï et tout, ouais, c'est trop fun. T'es là, tu te dis, putain, c'est cool, quoi, j'ai envie d'avoir cette vie-là. Mais en fait, derrière, on ne voit pas dans la face de l'ombre tous les gens qui, eux, n'ont pas réussi. Donc, en fait, on va se dire, ouais, mais enfin, et donc, du coup, tu vas taper tes interviews sur, tu vois, tu vas voir les interviews de David Laroche de mecs à succès, et tu te dis, putain, mais moi, je suis un boulet, quoi. Tout le monde y arrive, Oui. sauf moi, au final. Et tu vas aller sur Instagram, tu vas voir. Et non, en fait, non, ça, il faut le réintégrer. Il y a
Et ces entrepreneurs-là, ils ont des casseroles, ils sont en galère aussi. Enfin, je veux dire, il y en a un qui est presque, par exemple, au tribunal, là, à Otama. Euh, voilà, faut réintégrer un petit peu de réalité dans tout ça, en fait, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, Et sur les réseaux sociaux. ces entrepreneurs-là, c'est les 0,1%, voire moins que ça, Ouais, de tous. Et c'est eux qu'on voit partout et on a l'impression que c'est normal d'avoir ces résultats-là. Et si on n'y est pas arrivé, c'est qu'on est nul. c'est ça. Et alors tu disais, oui, c'est dur d'aller chercher autant de réussite. Mm. Ça paraît dur au début, et puis après, quand on commence à avancer et à creuser, d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont besoin de la consigne pour l'exercice, je le détaille un petit peu plus, n'hésitez pas à la demander, Je vais regarder. je vous donnerai le PDF. Oui, Mais voilà. Vous commentez-nous commentez PDF dans le chat et Aurélie vous contactera pour vous envoyer le PDF. ouais, Voilà. tout à fait. Et en fait, l'exercice pour les gens qui bloquent, qui n'arrivent pas à la totalité des pages, et ben, l'exercice, ça va être d'aller voir des gens de notre entourage bienveillants et de leur demander de nous aider à compléter cette liste. Parce que souvent, les gens qui nous entourent ont un regard bien meilleur sur nous, parce qu'ils nous regardent avec plus d'objectivité. Donc, ils vont facilement voir qu'est-ce qui manque dans la liste. Ça m'est déjà arrivé avec des clients qui aillent voir leurs compagnons, leurs amis qui montent la liste et qui leur disent « Attends, mais t'as pas mis ton doctorat dedans ?» ou « Attends, t'as pas mis tel truc ?» Des trucs énormes, tu vois, enfin, qui paraissent fous de ne pas y avoir pensé. Ouais. Et du coup, aussi, et alors, l'exercice au final, moi, je demande aux gens de me lire la liste en entier, pour qu'ils puissent déjà intégrer tout ce qu'ils ont réussi déjà dans leur vie, et d'aller le lire, quand l'exercice est fini, d'aller lire cette liste-là à au moins 3 personnes bienveillantes de son entourage, et d'accepter les retours positifs sans commentaire, sans justifier C'est oui, j'ai eu de la intéressant, chance, hein. Ouais. j'ai eu de la chance, j'étais au bon endroit au moment, mais c'est facile. Parce que les excuses, c'est ah oui, mais ça, c'était facile. Ah oui, mais ça, c'était difficile. Non, mais en gros, c'est quoi une réussite? Parce que quand c'est facile, c'est pas une réussite. Quand c'est difficile, c'est pas une réussite. Quand tu as eu de la Ouais, chance, c'est pas une réussite. c'est ça. C'est ce que hier je disais à quelqu'un avec qui on a clôturé l'accompagnement. Je disais, mais regarde, combien il y a de personnes dans ton entourage de coachs thérapeutes qui ont été capables de monter une communauté de presque 500 personnes, d'avoir des dialogues tous les jours, etc. Ben, zéro, en fait. Et Mm, on mm, se. Et en fait, l'extraordinaire devient notre normalité. mm. Et ça, je ne sais pas par quel encore, j'ai pas encore étudié ce mécanisme-là, mais bah, ouais, c'est fou quand même de se dire que je me suis prouvé beaucoup de choses quand j'étais plus jeune dans l'entrepreneuriat, où je suis parti au Cambodge, j'ai fait beaucoup de choses, mais pour moi, c'est normal. Oui. C'est devenu une normalité, en fait. Mm, mm, mm. Oui, toi, ça t'impressionne plus. Ça, ouais, ça m'a même jamais trop impressionné, en fait. Parce que Mm, je me suis, vrai qu'il y a un côté où je me suis trouvé, je me suis trouvé là au bon moment, au bon endroit pour finir à la tête d'une ONG en direction marketing, comme ça, alors que j'étais bénévole, tu vois, en 3 mois, parce il y a eu un burn-out de la directrice et moi, je me suis trouvé là au bon moment. Tu te dis ça, en fait, finalement. mm. Et c'est fou comment le cerveau va être configuré pour que tu puisses te dire que bah non, c'est pas ton boulot qui a fait que le département entier a réussi, mais parce que bah, tu étais là et puis que bon, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Mais même moi, je le dis, hein, je me le dis. C'est dingue. Ouais, et en même temps, ben, est-ce que quelqu'un d'autre que toi aurait été pris? Pas forcément, en fait. C'est pas parce qu'à ce moment-là, il y a eu une Mmh. opportunité que n'importe qui pouvait la prendre. Parce que sinon, ils t'auraient pas choisi toi, ils auraient pris n'importe qui d'autre. Ouais. Mais on regarde toujours là où ça vient disqualifier la réussite. Ouais, et puis après, ouais, tu vois, c'est rare. Bon, je prends ça comme exemple, mais après, je me suis fait virer parce qu'il y a eu des pressions du gouvernement, parce que c'était dans la liberté de la presse, que le gouvernement n'était pas très libre. Mais moi, je l'ai pris en disant, bah, en fait, non, c'est que mon boulot était nul. En fait, je me suis fait virer parce que mon boulot était trop et ça gênait. Et toi, ce que tu retiens, quoi, c'est que, bah non, je me suis fait rejeter comme un malpropre, tu vois. C'est, Non, c'est exactement ce qu'on disait quand on a échangé ensemble avant de faire ce live. Le syndrome d'imposteur, le problème, c'est qu'on a tendance à considérer que c'est à propos de soi dans des situations où ça n'a rien à voir. hmm, Là, typiquement, et puis ça, c'est typique, c'est quand ça se passe mal, c'est de ma faute, et quand ça se passe bien, c'est grâce à l'environnement, aux autres, à la c'est ça, providence, peu importe ce que c'est, mais c'est pas grâce à moi, quoi. c'est ça.
c'est ça. Le cerveau est vraiment fait d'une manière assez folle là-dessus, quoi. Mais en fait, c'est logique. C'est hyper logique. En fait, la peur liée au rejet, elle est déjà, on a pu constater elle est touchée dans des zones qui sont très du cerveau qui viennent activer la peur de mourir. C'est lié au fait que dans notre évolution en tant qu'être humain, on est une espèce sociale et que c'était impossible pendant des millénaires pour un être humain tout seul de survivre. Ok. Donc, on a besoin d'être intégré au groupe pour notre survie. Donc, être rejeté, ça veut dire mourir. Et en fait, ça, on ne l'a pas encore dépassé. On en est encore là. On a encore une part de nous qui pense que si je suis rejeté, je vais mourir, en fait. Comment on le dépasse alors? Et bien justement, en faisant l'exercice du scénario du pire. Alors, pour ceux qui nous voient en replay, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez contacter Aurélie sur Facebook pour en savoir plus, puisqu'Aurélie propose bien sûr de vous aider plus en profondeur dans le syndrome de l'imposteur, bien sûr. Et pour ceux qui sont en live avec nous, c'est l'heure de notre deuxième exercice. Alors, peut-être que je suppose que les 3 pages, ou les 25 pages, ou les 2,5 pages, si on a 25 ans, bref, Ou vous les n'avez pas eu. 6. Ouais, ou les 6. Voilà. Vous n'avez peut-être pas forcément eu le temps, donc je vous invite à noter, mettez en PDF aussi, hein, si vous voulez le PDF. Et on va passer maintenant à le deuxième exercice en live, qui ira rester en live, qui ne sera pas disponible en replay. Donc, le scénario du pire et du meilleur. Alors, celle-là, je suis assez interloqué parce que moi, j'étais, et je suis encore un peu facile à me faire le scénario du pire. Donc, ça m'intéresse. Ok, alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une question. Tu peux me la rappeler? Alors, c'était… il y a plein de questions. Il y a plein de questions. On va répondre aux questions et on va se faire l'exercice après. Alors, juste attends. Je vais… avant l'exercice, il y a Chantal qui me dit… Alors là, bonjour. Comment surmonter un blocage quand on est en conflit entre ses valeurs et le système capitaliste actuel? Ah oui, Ok, on envoie on part de loin. Chantal, elle y va tout de suite, quoi. Non, mais je connais bien Chantal. Moi, je vais juste me permettre de répondre. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose. Les événements sont neutres. Clairement, les événements sont neutres. Les choses sont neutres. S'il y a quelque chose qui résonne en toi dans un événement, que ce soit un système capitaliste ou un système de comme on veut, c'est que ça vient chercher une valeur en toi qui n'est pas alignée, en fait. Donc, la question, c'est comment réaligner cette valeur. Si c'est le système capitaliste qui t'embête, c'est ton rapport peut-être à l'argent ou le fait que tu ne mérites pas. Le système capitaliste, il est là, il n'est pas là, ça ne change rien par rapport à ce que tu vis et l'expérience que tu vas passer sur Terre. Est-ce que toi, Aurélie, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, ça a peut-être piqué un peu, mais je le dis vraiment avec bienveillance. Surtout que je suis passée par des choses comme ça. Cette histoire de système capitaliste, c'est une excuse. C'est une manière de dire ah, mais moi je réussis pas parce que je suis pas comme ça. Et du coup, c'est super parce que on réussit pas, mais c'est parce qu'on est quelqu'un de bien. Donc ça nous permet de rester quelqu'un de bien tout en échouant et du coup l'échec n'en est plus un. Exactement. Et d'ailleurs, Chantal ajoutait à côté, j'ai une communauté de 1100 personnes. Beaucoup ont l'impression que je gagne plein d'argent parce que je partage mes connaissances dans des lives hebdomadaires, des e-books et dans des visuels, alors qu'en fait, je ne suis au RSA et j'ai des rendez-vous 1 à 2 fois par mois. Voilà. Et du coup, en quoi c'est un problème? Parce que visiblement, c'est un problème que les gens pensent que Chantal ait de l'argent. C'est ça. C'est ça. Là, Chantal, tu viens de répondre pour nous, c'est-à-dire les gens ont l'impression que tu gagnes de l'argent. Et en quoi ce serait un problème si tu gagnais plein d'argent? Est-ce que tu veux, toi, je pense qu'inconsciemment, il y a quelque chose où tu veux coller à cette… tu veux être dans c'est un choix. Pas un choix conscient peut-être, mais de coller à l'image de la personne qui ne gagne pas beaucoup d'argent, en fait. Et finalement, comme tu veux pas, en plus, c'est que tu as beaucoup de valeur à donner. Tu donnes de la valeur puisque tu n'estimes que tu ne seras pas, enfin, tu n'as pas à être rémunéré là-dessus. Comme tu donnes beaucoup de valeur, les gens se disent forcément, ils vont gagner beaucoup d'argent avec ça. Et tu es ton propre. En fait, c'est dire que c'est le système capitaliste, c'est là l'erreur, en fait, l'erreur première. Et je vais aussi le dire avec bienveillance, c'est de remettre la faute sur l'extérieur, alors que il faut aller chercher la réponse à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que pourquoi
parce que même si l'extérieur, même si on était dans un système de pur capitaliste où si tu n'as pas 100 000 euros, tu ne peux pas publier sur Facebook, mais même si c'était ça, en fait, ça t'enlève ton pouvoir de changement, ça t'enlève ton pouvoir de transformer ta situation. Alors c'est confort, parce que du coup, c'est pas de ma faute, donc ok, je vais pas souffrir, comme disait Aurélie, mais par contre, du coup, tu peux pas avancer, en fait. Et, moi, j'ai pris l'année dernière 2 accompagnements qui m'ont pas apporté grand-chose, en fait, par exemple. Et en fait, je m'en fiche parce que du coup, même si c'était pas forcément super bien, en fait, je sais que c'est des accompagnements qui vont aider à. Il y a même un qui m'a, je pense, potentiellement plus créé de problèmes que de choses, mais je sais que ça fait partie, en fait, de mon chemin entrepreneurial, de ce que j'ai dû vivre à cette époque pour en être là devant vous, à faire un live avec Aurélie. Et à partir du moment où on considère ça, il n'y a plus de problème, en fait. Chaque chose qui nous arrive, si on le prend comme un miroir de ce que nous, on est et de ce que l'on veut, comme un indice sur le chemin, il n'y a plus de problème. C'est que comment est-ce que je peux du coup avancer en conscience? Comment est-ce que si je vois le monde comme étant capitaliste, qu'est-ce que ça fait chez moi? Et en fait, quelle version de moi-même à laquelle je refuse d'accéder au travers ça? Voilà. Oui, Aurélie, tu voulais rajouter? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que du coup, tu te rends impuissant et tu n'as plus la possibilité d'agir sur le monde parce que, oui, le système est capitaliste et qu'est-ce que tu en fais en fait pour que toi, tu puisses ajouter quelque chose qui soit juste et qui te permette de diffuser ton message. Parce que si tu te dis juste, j'ai pas le droit de gagner de l'argent parce que le capitalisme, tout ça, ok, mais du coup, tu laisses la place aux autres avec qui tu n'es pas d'accord. Exactement. Et voilà. Et après, bon, le concept de donner, enfin, Chantal nous dit, je ne veux pas donner de l'argent à ceux qui nous gouvernent, mais là encore, tu es dans l'externalisation de la responsabilité, en fait. Ils sont là, c'est impossible de, enfin, ils sont là, et en fait, fais ta vie à côté. Si vraiment tu ne veux pas donner de l'argent à ceux qui nous gouvernent, tu peux, comment est-ce que tu reprends ton pouvoir là-dessus? Et tu vas dans un autre pays, tu vas habiter en Inde, parce que je sais que Chantal est prof d'Ayurveda, voilà. Il y a des solutions. Mais dire je réussis pas parce que je veux pas donner de l'argent à ceux qui nous gouvernent, dans ce cas-là, c'est remettre du pouvoir à quelque chose que toi-même, tu ne maîtrises pas. Et du coup, tu n'es plus au contrôle de ta vie. Du coup, on avait donc la question de... Je remonte parce qu'il y a eu plein de choses. C'était... Ah oui, alors, je suis désolé, je n'arrive pas à remonter aussi haut, mais je me souviens de la question. C'était... je n'arrive pas à me présenter en entreprise. Ah oui. Est-ce que tu veux qu'on se lance sur ça pour le Ouais, scénario? pour l'exo, alors l'exercice du scénario du pire et du meilleur. Allons-y, c'est parti. Ok. L'exercice du scénario du pire et du meilleur, il est pas mal à faire justement quand il y a une situation comme ça concrète où on se bloque justement à cause d'un syndrome de l'imposteur ou en tout cas la peur de ce qui pourrait se passer. Donc l'idée, c'est que notre cerveau a tendance à faire des scénarios du pire. Ça, tu connais Thomas, du coup? Ouais, moi je pourrais faire Hollywood des fois. Donc l'idée, c'est d'aller explorer pour de vrai ce scénario du pire et d'aller le poser pour de bon sur une feuille. Donc ne le faites pas juste de tête, prenez une feuille pour l'écrire parce qu'il y a plein d'exercices où quand on les fait juste comme ça dans les airs, ça ne fonctionne pas et quand on les fait à l'écrit, il se passe autre chose, on va plus loin. Donc l'idée, c'est dans un premier temps d'aller explorer pour de vrai ce scénario du pire. Tu prends ton téléphone, tu mets 5 minutes en minuteur et tu vas écrire tout ce qui pourrait se passer de pire, tout ce qui te vient sans censurer, sans te dire non, ça c'est pas possible. Tu écris tout ce qui te vient. Tu laisses se déposer sur la feuille donc toutes tes peurs et puis une fois que ça c'est fait, tu vas relire et voir bon, qu'est-ce qui peut vraiment se passer, qu'est-ce qui est de l'ordre du délire de mon inconscient, du genre si je reprends l'exemple, je n'arrive pas à me présenter en entreprise, je me présente en entreprise. La personne se dit mais pour qui elle se prend celle-là, c'est pas possible. Elle fait un post Facebook public pour dénoncer le fait que machine pour qui elle se prend de nous appeler pour faire ça et ça devient la honte publiquement et plus personne ne t'achète ce que tu fais. Bon, il y a une partie de nous qui pense vraiment ça, hein. Ça paraît débile quand je le raconte, mais il y a une partie de nous qui pense ça. Une fois que c'est écrit, souvent on prend un petit temps de recul, un petit pas de recul parce qu'on se dit bon,
Effectivement, non, ça paraît pas possible. Qu'est-ce qui paraît possible là-dedans? Bon, c'est possible que la personne soit sèche et désagréable. Ok, ça c'est possible. Et que je me sente mal. Bon, si c'est ça le scénario du pire, qu'est-ce que je peux utiliser comme ressource? Qu'est-ce que j'ai déjà utilisé dans le passé, dans une situation similaire ou pas, qui peut m'aider à faire face à ce scénario du pire? Qu'est-ce qui est faisable? Donc, Ok. c'est écrire le scénario du pire Mhm. et au final, mettre dans un premier temps et ensuite dans un deuxième temps, Qu'est-ce qui est mettre probable? ce qui est vraiment probable, ouais. Qu'est-ce qui est probable? Quelles ressources j'ai pour y faire face? Ouais, Et si vraiment ça se passait, ce serait quoi le pire? Je veux dire, imaginons le pire dans cette situation de je n'arrive pas à me présenter en entreprise, Hmm. je me présente en entreprise et ça se passe mal, la personne est désagréable et je me sens pas bien. Le pire, c'est que je me sente pas bien et que j'arrive plus du tout à aller vers les entreprises et peut-être que je suis obligée de reprendre un boulot salarié. D'accord? Bon, et ben dans ce cas-là, est-ce que c'est quelque chose auquel tu es capable de faire face? Et ce serait quoi les bénéfices à vivre ça, en fait? Hmm. Ouais, ouais. Typiquement, dans le fait je n'arrive pas à me présenter aux entreprises, il y a aussi un côté, enfin, la vision en fait. Est-ce qu'il y a peut-être aussi un côté technicité ou est-ce que tu penses que c'est prendre le téléphone pour appeler tout le monde enfin, en phoning, ce qui ne se fait plus, enfin ce qui doit encore se faire dans certaines entreprises, mais aujourd'hui on a la chance d'être dans un monde. Moi je l'ai fait, hein, j'ai pris l'annuaire, j'ai appelé tous les professionnels avec l'annuaire au début de ma carrière il y a 15 ans. On est quand même passé sur quelque chose où aujourd'hui on a les moyens de parler avec des gens qui sont dans notre secteur. Euh, parce qu'il y a ça aussi, il peut y avoir. Est-ce que moi j'inviterais aussi la personne, alors j'ai plus son nom, je suis désolé, j'inviterais la personne à se poser la question, je ne sais plus si elle est encore là, de se dire ouais, est-ce que c'est vraiment un syndrome de l'imposteur parce que je ne m'en sens pas capable aussi, ou dans ce cas-là, est-ce que c'est aussi parce que j'ai pas la technicité, que franchement, moi, si je devais prendre le vieux listing de la CCI et de faire du phoning, c'est chaud. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Si demain je devais bouffer absolument, je devais me sortir 5000 balles, je le ferais. Mais bon, il y a d'autres moyens, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et du coup, tu disais aussi tout à l'heure, les événements sont neutres, et c'est exactement ça, c'est d'aller voir, ok, même s'il se passait le pire du pire, qu'est-ce qu'il y aurait de positif pour moi là-dedans? Parce qu'en Mm. fait, tu peux toujours rééquilibrer, il n'y a rien qui est absolument mauvais ou bon, c'est juste que ça va t'apporter des choses. C'est ça, Oui, tu vas en perdre d'autres, mais c'est le cas dans tous les scénarios, en fait. c'est ça. Et stresser, en fait, ne fera que... En fait, être dans le contrôle et stresser ne fera que retarder l'inévitable. Si par exemple, euh, moi j'ai eu une faillite, enfin, ouais, où un jour je me suis retrouvé à 800 euros sur mon compte il y a quelques années, et si j'avais dû, et j'ai dû passer par là, et ça m'a permis de rencontrer ma femme, ça m'a permis de rebondir et de mobiliser les ressources. En fait, j'ai passé quand même beaucoup de semaines avant de trouver une solution à stresser et à accuser les autres qui m'avaient mis dans cette situation-là alors que c'était un événement neutre. En fait, ça a fait que ça va faire soit, si tu es dans le contrôle, retarder l'inévitable, parce qu'il fallait que j'échoue et il fallait que je me prenne cette énorme claque pour me bouger, pour me sortir les doigts du cul, entre guillemets, parce que j'étais arrivé aussi en fin de chômage et il fallait que je mette un gros coup de collier. Et c'est ça qui m'a permis, en fait. Donc, retarder en étant dans le contrôle ou en voulant tout ou en se stressant, ça va faire que du négatif. S'il faut que vous échouiez, et s'il faut que vous preniez un mur, vous le prendrez quoi qu'il arrive, en fait. Oui, allez-y joyeusement. Ouais, c'est ça. Et si vous n'avez pas compris la première fois, vous le reprendrez une deuxième fois, en fait. Oui, Et, en fait, le contrôle sur quoi on l'a, c'est sur comment on choisit de vivre les événements, c'est tout. C'est tout. Et j'ai la même histoire que toi, Thomas. Moi, j'ai fait des études et j'avais un mémoire. J'ai fait anthropologie à la base et mon mémoire d'anthropologie, je devais le faire au Brésil. Ça s'est hyper mal passé. C'était une catastrophe. J'ai dû rentrer avant la fin. Il fallait que je refasse tout mon mémoire, tout un terrain quelques mois avant le rendu. Et si je ne le faisais pas, je devais rembourser ma bourse. ah ouais. Et refaire mon terrain en France, le premier endroit où je suis allée pour le faire, c'est là que j'ai rencontré mon conjoint. Donc, ça valait le coup.
franchement, ça valait le coup. Mais on ne Ah peut ouais, pas savoir avant de l'avoir vécu pourquoi ça ça, sera bon pour c'est nous. ça. Moi, j'ai mangé des raviolis pendant des mois et ça valait le coup. Voilà, j'ai rencontré celle qui partage ma vie aujourd'hui. Il y a alors c'est Nadjet qui nous dit pourquoi débuter. Alors, j'ai pas compris le début, mais je pense que c'est ça. Pourquoi débuter avec du gratuit devient pour d'autres clients un acquis, et puis ils n'avaient pas le prix exact de nos prestations. C'est la façon dont tu vas présenter les choses. Là encore, c'est pas le client qui n'admet pas. C'est est-ce que toi, tu considères que tu mérites cette prestation? Comment tu le présentes? Est-ce que tu donnes tout aussi? Je veux dire, si moi j'ouvre ma formation et je dis bon maintenant c'est payant, forcément, enfin, si demain je vous fais tous rentrer dans le groupe en disant bah, venez et qu'au bout d'un moment ça devient gratuit, ça devient payant, on va dire ouais, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc, Mm. Et si je peux partager mon oui, expérience sur ça aussi, c'est fait pour. euh, moi, quand j'ai commencé et que j'ai lancé mon webinaire sur le syndrome de l'imposteur, j'ai halluciné et les coachs qui me suivaient dans la formation, j'étais hallucinée parce que j'avais, tu sais, le prix du premier appel. La moyenne qu'on nous avait donnée, c'est à peu près 50 euros quand tu mets de la pub sur Facebook. Moi, ça me coûtait 7 euros. Et en fait, c'était la cour des miracles, mes appels. J'avais que des gens qui étaient dans des situations pas possibles, qui n'avaient pas d'argent, etc. Et en fait, c'était lié à l'énergie avec laquelle aussi je faisais les choses. Clairement, avant, j'étais manager à la CAF et j'étais restée manager à la CAF. Hein. C'était les mêmes publics que j'avais au téléphone. Et franchement, j'ai rien contre les personnes qui vivent de l'argent de la CAF. Mais juste si tu cherches des gens qui sont OK pour soit dépenser l'argent qu'ils ont, soit aller le chercher pour s'offrir un accompagnement, tu ne peux pas être dans l'énergie de je vais tout donner gratuitement. Et quand tu as été dans cette énergie-là et que tu changes, oui, il va y avoir des gens qui vont te lâcher. Peut-être qu'il y en a même qui vont te le reprocher. Mais en fait, c'est soit tu acceptes de ne pas les froisser et c'est toi qui vas finir à la CAF, ou y rester toute ta vie, soit tu acceptes que certains ne seront pas contents, mais tu vas attirer d'autres gens qui, eux, estiment que c'est important de mettre de l'argent pour leur bien-être et évoluer, et pas seulement consommer du gratuit. Et comment tu changes cette énergie? Et ben déjà, partir du principe que tu travailles et que tout travail mérite salaire. Parce que si tu estimes que ce que tu fais, tout le monde devrait y avoir accès gratuitement et que c'est pas normal que les gens doivent payer, bah, tu vas avoir des gens qui trouvent aussi que c'est pas normal de devoir payer pour ça. Donc, travailler sur la valeur de ce que tu fais, la perception des bénéfices que tu apportes à tes clients et te rendre compte vraiment de la valeur de ce que tu offres. Tant que tu n'es pas raccord avec ça, tu ne peux pas attirer des gens qui pensent que tu offres quelque chose qui a de la valeur. Hmm. Je vais vous donner un petit exercice aussi, comme ça, c'est de faire ce que j'appelle tester avec la méthode Coé, en fait. Pour voir où est le blocage. Est-ce que c'est un blocage d'argent? Est-ce que c'est un blocage de syndrome d'imposteur? Quand on dit je mérite de plus en plus d'argent ou je mérite de gagner, par exemple, je sais pas, vous prenez quelque chose comme 15 000 euros, voilà. Si tu dis je mérite de gagner 15 000 euros et ça fait un blocage, c'est qu'il y a un nœud quelque part. Et là, il faut, au moment de s'endormir, se répéter chaque soir, par exemple, si je mérite de plus en plus de gagner 15 000 euros, ou je mérite de plus en plus d'être très bien recommandé, rémunéré par mes clients. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment de s'endormir, le cerveau, il switch, il passe en auto. Et en fait, si vous le dites vraiment au moment de vous endormir, la dernière chose que vous faites, l'inconscient va l'intégrer, en fait. Et vous allez voir. Et moi, j'avais fait aussi le test le matin de prendre 3 minutes de méditation, 1 minute de gratitude, 1 minute de visualisation et 1 minute où je me vois moi plus tard. Et en fait, ce que je visualisais, c'était les rendez-vous qui arrivaient de plus en plus. Et j'ai commencé à avoir énormément de rendez-vous comme ça, de manière. Mais des choses, voilà, sur Calendly, enfin, pas sur Calendly, sur LinkedIn et tout. Donc, voilà, faut pas non plus se bloquer à une chose. Euh, mais c'est très vrai ce que tu dis. Mais je pense qu'il faut quand même aller chercher où est le blocage, en fait, tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Ouais. En fait, moi, je dis syndrome de l'imposteur, mais c'est hyper vaste, le syndrome de l'imposteur. Il y a plein de problèmes à l'intérieur. Nadjet Et... répond. Pardon, vas-y, finis. Non, j'allais dire, et à la fin, je raconterai très rapidement, c'est pas compliqué, le scénario du meilleur, comment on fait. Vas-y, que disait Nadjet? Nadjet disait merci à vous. Voilà, je donne tout et j'ai du mal à me limiter d'ailleurs. Je ne sais pas comment le faire. Mais en fait, c'est qu'est-ce que tu cherches à obtenir en donnant tout? Est-ce que tu cherches à être validé par l'autre? Est-ce que tu cherches à te prouver à toi-même que tu vaux le coup? Est-ce que tu cherches à te faire aimer de l'autre?
il y a plein de… Tu vois, il faut se poser la question, en fait, tout comportement négatif comporte, en fait, a un effet positif pour l'autre. C'est là qu'il faut voir en quoi le fait de tout donner gratuitement me sert aujourd'hui, et ça va te permettre déjà à vouloir ne plus le considérer comme un contre, comme quelque chose de négatif, mais le transcender, l'intégrer, le transcender en disant ok, ça a servi, maintenant c'est un comportement qui n'est plus utile pour moi et je m'en débarrasse. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu peux aussi aller regarder en quoi c'est pas forcément positif pour les gens de tout recevoir gratuitement. Mm, Parce qu'on a l'impression que tout donner gratuitement, c'est génial. Bah, ça se discute, en fait. Et mm. moi, j'ai eu des phases sur le tout donner, puis plus rien donner, puis la peur de plus rien avoir à donner si je donnais tout gratuitement. Et il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai lu le bouquin d'un coach que j'ai trouvé vraiment génial. Je pense qu'il donne tout dedans. Il y a pas de, il retient rien. Bon, son bouquin est payant, mais il donne tout. C'est quoi comme Et bouquin, si tu il peux s'appelle donner? L'identité gagnante. Et il Ok, parle beaucoup de Pierre David. Et il je parle beaucoup regarde. de dépolarisation, donc cette idée aussi de dépasser le c'est bien, c'est mal, tout ça. Ouais. Et en fait, je pense aussi que s'il donne tout dedans, c'est tout simplement lié au fait qu'il sait que la valeur de ce qu'il apporte, c'est pas juste la connaissance de l'exercice, c'est l'accompagnement en soi. Et que quand tu sais que les gens se transforment quand ils sont accompagnés et que c'est pas parce qu'ils ont lu l'exercice en gratuit à un endroit que ça va se débloquer, là, tu attires aussi les gens parce que tu rayonnes le fait que tu sais que ton accompagnement, il a énormément de valeur et que tu peux te permettre de donner ta méthode. De toute façon, donner la méthode ne fait pas la vivre. C'est pas la même chose. C'est comme je disais tout à l'heure, savoir que l'exercice existe, c'est pas la même chose que de le faire. Hein. Hmm. Est-ce que, moi je disais, est-ce que c'est aider l'autre que donner tout gratuitement? C'est-à-dire qu'il y a une part aussi de valeur dans le payant, Ouais. ou est-ce que la personne se transformera mieux sur une séance à 50 euros que pendant 2 mois passés avec vous sur un programme à 1500 euros où ben ouais, ils ont fait un effort de fou en fait. Il y a vraiment deux catégories de personnes, c'est ça qu'on avait noté. C'est que souvent en plus les programmes, c'est pas beaucoup plus cher que des séances individuelles. Voilà. Sauf que vous, ça vous permet d'avoir de la visu sur la compta et d'être capable en fait. Parce que c'est plus facile de vendre à 4 personnes. C'est pas, non, je sais plus ce qu'ils avaient. J'avais vu une phrase là-dessus. Je sais plus le nom exact, mais en gros, c'est plus facile de proposer de trouver 4 clients que 20 clients en fait. C'est plus facile de trouver 4 clients à 1000 euros que 20 clients pour faire 1000 euros, à 50 euros pour faire 1000 euros. C'est logique. Donc, mais du côté du client, il y a des gens, moi je suis un consommateur que de programmes premium. Je suis encore suivi sur des programmes, ce qu'on appelle premium, avec des coachs que je paye cher, entre guillemets, mais je sais que ben, c'est la réponse à ma croissance d'entrepreneuriat, en fait, d'entrepreneur, clairement. Ouais, et puis moi, pour avoir testé je fais à la séance ou je fais au programme, au-delà de ce que ça m'apporte à moi, c'est que t'as pas du tout le même engagement des gens quand ils viennent pour une séance en one shot comme ça, et puis dès que ça devient inconfortable et qu'on va sur des trucs vraiment intéressants et profonds, bah là, on se barre parce que on n'a pas envie. Ou quand tu es engagé et que là, tu as payé, donc si tu n'y vas pas, tu auras fait tout ça pour rien, je peux te dire qu'on y va quand même. Et Non, mais là, tu fais vraiment la différence. non, mais ouais, c'est clair, c'est clair. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le premium pour le premium. Il faut que ce soit toujours aligné. Et Je suis si ce n'est pas d'accord. aligné, comme on l'a dit au début de ce live, vous le prenez dans les dents. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup Aurélie. Est-ce qu'on avait fini l'exercice Scénario du meilleur, Voilà, rapidement. c'est ça, on n'avait pas fini. Alors, c'est hyper simple. Je reprends je n'arrive pas à me présenter en entreprise. Là, pour le coup, c'est bien de le faire aussi par écrit et puis de le visualiser après. C'est tout simplement de noter le scénario idéal. Vraiment, alors par exemple, je me présente en entreprise, je suis accueillie super bien, on me dit ça tombe super bien, c'est exactement de ça dont on avait besoin. C'est combien votre tarif? Ah ben c'est super, ça correspond au prix qu'on est prêt à mettre. Et vraiment se faire plaisir, imaginer l'idéal donc l'écrire, prendre le temps de le visualiser et de le ressentir
pour contrebalancer aussi ce scénario négatif, le scénario du pire qui prend toute la place et se donner le droit de faire exister quelque chose qui peut exister pour de vrai et de pouvoir y aller en ayant ça en tête, en partant du principe que ça va se passer comme ça. Et même si ça ne se passe pas comme ça, au moins vous aurez eu toutes vos capacités plutôt que C'est d'y aller clair. avec le stress. C'est clair. C'est clair. Et je développe de plus en plus ça de mon côté. Ça, c'est vraiment perso que je fais quand j'ai un truc qui me stresse, qui m'angoisse. Parce que bon, vous le savez, on est entrepreneur. Du jour au lendemain, enfin, des fois, on se prend des trucs, on se prend des tirs, on sait pas, ça vient, on sait pas d'où ça vient, mais voilà, on peut avoir des situations d'angoisse. Maintenant, j'arrive à beaucoup plus le laisser passer. Alors ça, c'est aussi parce qu'il y a de la méditation derrière, mais de continuer l'angoisse, mais tout en ne l'alimentant pas. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que vous allez me dire, ah, c'est logique, mais quand on le vit, c'est encore mieux. C'est 89% du temps, même quand on est convaincu que la situation elle peut arriver comme ça, en fait, elle arrive d'une autre façon. Et, et c'est pour ça que c'est assez dingue, du coup. Donc, il y a aucune utilité au stress, finalement. Alors, ça, c'est facile à dire. Hein. Je ne suis pas du tout débarrassé du stress, OK. Mais, ouais, en final, en fait, on ne sait pas. Genre, même si demain, vous avez 0 € sur votre compte, par exemple, vous ne savez pas comment ça va se passer. On ne se doute pas. J'ai passé, moi, quand je suis resté à 800 €, quand j'avais 800 € sur mon compte, je me suis retrouvé, en 6 mois, j'avais foutu de 6 000 balles de trésor. J'avais mis 6 000 € de trésorerie de côté. Bon, je faisais 8 heures, 20 heures, mais je m'étais recréé une sécurité financière. Donc, l'anticipation, le futur ne sert à rien, en fait. Voilà. Sauf quand on visualise, si vous faites vos exercices de visualisation. Et ça, c'est assez important. Voilà. Je pense qu'on est bon sur notre exercice du pire et du meilleur. Ouais, tout à fait. Donc, Pareil, il y a un voilà. PDF si vous voulez. Vous mettez PDF scénario du pire ou du meilleur. Voilà, PDF scénario, ou même mettez juste scénario et puis on vous enverra ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je te remercie beaucoup, Aurélie. Ça a duré plus longtemps que je pense que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, mais j'ai du coaching derrière. Bon, elle est là, elle est sur le live, donc elle sait qu'on a un peu de retard techniquement. Et je suis très heureux. Et puis, je pense que on aura peut-être l'occasion d'en refaire si vous le voulez. Si vous voulez développer certains sujets, mettez-nous ça en live. Alors, je suis en train de. Attends, j'ai perdu la fenêtre. J'ai perdu la fenêtre avec. J'ai eu l'intelligence de laisser 14 000 fenêtres ouvertes. Ça, c'est le côté bordélique, comme dirait ma grand-mère. Voilà. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a des choses Le jour où j'ai pris l'accompagnement premium, les choses ont vraiment bougé à l'intérieur de moi. Mais voilà, c'est ça qu'il faut. Et n'hésitez pas à demander. Là, on va bientôt couper. Donc, si vous voulez demander le PDF, je vais faire une capture d'écran. Parce que comme cette partie-là va être coupée, je ne sais pas si j'aurai accès à tout ça. Très bien. Merci beaucoup, Aurélie. Avec plaisir, N'hésitez Thomas. pas à Vraiment. contacter Aurélie si vous avez des besoins dans ce domaine-là. Elle sera ravie de vous aider, de vous faire avancer et puis de vous accompagner aussi, puisque voilà, moi j'accompagne sur la vente, l'acquisition et comment se servir des réseaux sociaux pour trouver ses clients, vraiment ses clients de cœur. Hein. Et Émilie, elle accompagne sur le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, n'hésitez pas. Elle nous a bien montré qu'elle avait quand même une bonne maîtrise du sujet. À très vite. Merci beaucoup. À très vite sur le déclic. Comment j'arrête? Ah voilà. Hop, c'est bon. Super.